je vais vous apporter le micro. Je compte vraiment sur vous pour des questions courtes, pour qu'on puisse avoir plus en plus de réponses intéressantes. Merci. Bonsoir. Vous avez dit un conflit ne s'arrête que lorsqu'il y a un vainqueur et un vaincu. Je voudrais que vous nous expliquiez comment les choses peuvent se passer pour Israël, qui a en face de lui non plus des uniformes, mais le Hamas et le Hezbollah soutenus par qui on sait. Première question. Deuxième question. Vous n'avez pas parlé de la menace qui existe dans le cadre du régime hachémite jordanien. J'aimerais que vous nous donniez votre position, car on est là devant quelque chose de tout à fait différent, à mon avis, qui est la mainmise sur un État par une minorité depuis à peu près 80 ans, et avec un peuple qui est le peuple palestinien par essence. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir là une analyse un tout petit peu particulière? Et dernier point, vous avez parlé de l'Europe et de votre optimisme. Je crois que les réactions politiques récentes seront de courte durée, alors que l'islamisme pur et dur est bien ancré dans une Europe islamisée. Merci. Merci. Avant que vous donniez des réponses très intéressantes, ce que je vous propose vraiment, c'est de prendre une question les unes derrière les autres, une après l'autre. Ça va être très difficile même pour vous ensuite de répondre aux autres. Alors, comment peut Israël gagner, vaincre ses ennemis? Ces jours-ci, vaincre, ça veut dire pas écraser sur le champ militaire, mais influencer la pensée de l'ennemi. Moi, j'ai expérimenté la défaite américaine en 1975 au Vietnam. On n'a pas perdu la guerre militaire au Vietnam, on l'a perdu chez nous parce qu'on n'a pas pu continuer, on n'a pas voulu continuer. Et je pense que c'est à peu près la même chose qu'on a trouvé, par exemple, en Union soviétique, en Afghanistan, et ce qu'on trouve maintenant au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et les Palestiniens. Il faut convaincre les Palestiniens que l'État juif, pas seulement Israël, c'est un nom, mais l'État juif est permanent, là pour toujours, et qu'ils doivent accepter cette réalité. Sinon, ça va continuer. Et comment est-ce que Israël peut faire cela? Alors, il y a beaucoup de moyens. Il y a des moyens militaires et diplomatiques, policiers, économiques, et psychologiques, et religieuses, et culturelles. Si on accepte ma formulation, on peut très bien trouver les moyens spécifiques. Mais le problème, c'est qu'on n'accepte pas cette approche qui est plus dure, qui est plus difficile. Mais si Israël ne gagne pas, Israël va perdre. C'est ou l'un ou l'autre. Ce n'est pas une question de division, de compromis. Bon, si, comme notre maître nous a dit que c'est seulement une question, je vais arrêter ici. Je vais essayer d'être très bref. Je m'excuse beaucoup, je ne suis pas d'accord avec les propos qui ont été tenus. Vous avez dit qu'il faut que ça se termine par la victoire ou par la défaite. Vous avez dit une comparaison qui n'est pas tout à fait juste. Je vais simplement remonter plus loin dans l'histoire. Machiavel disait quelle plus grande victoire attendez-vous à prendre à votre ennemi qui ne peut vous combattre, ou qui ne peut vous vaincre? C'est valable pour l'un comme pour l'autre. On est dans un état, comme disait Raymond, peine impossible, bien improbable. Deux hommes là, qui disaient qu'il faut avoir la politique de ses moyens et les moyens de sa politique. Que le propre de la médiocrité, c'est de préférer le bénéfice intangible d'une position immédiate à une position future. Vous avez parlé, M. Bourfinkel, de révolte
ou de révolte, etc., où c'est l'état de droit qui est bafoué. Toutes les révoltes ont été causes de la prochaine révolution. La Révolution française, l'occupation, toutes les révoltes ont été violentes. On ne peut pas reprocher à des gens qui ne connaissent pas la démocratie, qui n'ont pas le même niveau historique que nous avons eu, de se comporter mieux que nous nous sommes comportés. Vous avez parlé de corruption, soit, c'est pas tellement le problème. Et alors, le prince Bernard, que je sache, M. Sato, M. Tanaka et d'autres personnes n'étaient-ils pas corrompus? Je vais arrêter là, simplement juste quelque chose qui me tient à cœur. Des gens comme Stéphane Hessel, Bedos, etc., pour moi, ce sont des moins que rien, il n'y a aucun problème. Mais je préfère les laisser parler plutôt qu'à d'avoir des petites frappes comme Gertrude Bers qui viennent nous faire la leçon sur ce qu'est la démocratie. Pas de réponse? D'accord. Bon, alors on va passer. J'ai une question courte à la droite. Je crois que quand même c'est une grave erreur de penser à cette idée de conflit palestinien-israélien. C'est quelque chose où on divise le monde comme si, au départ, ce problème, si ce problème est résolu, tout le monde va être content, tout le monde va être amical. Le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais pardonné les Juifs pour archistes, mais on n'a jamais pardonné non plus les Juifs d'avoir gagné la guerre de 67. Le juif devait être une certaine idée raisonnable et pas un vainqueur. Et si on essaie de dire que le juif va vaincre, le monde entier fait quoi? Il rend le Palestinien le pire victime. Ce n'est pas les Israéliens qui ont rendu les Palestiniens victimes. C'est le monde qui dit on va faire avec les réfugiés arabes, palestiniens, réfugiés pour 5 générations. Parce qu'on voulait une Palestine divisée. On ne voulait pas un grand État juif. Et aujourd'hui, de penser qu'il y a un vainqueur juif, c'est quelque chose qui est illusoire par rapport à l'idée du monde de comment le juif est conçu et comment Israël est conçu. Donc pour moi, ce type de phrase est très dangereux. Pas du tout parce qu'on ne veut pas soutenir Israël, mais parce que c'était une façon de voir le problème fausse. J'aimerais bien mon commentaire. Mais pas de réponse? Pas de réponse, ok. Alors, ce que je vous propose tous, c'est que vous allez poser des questions. Plutôt que de faire des déclarations. Juste quand même peut-être dire quelque chose, comme Daniel ne voulait pas dire quelque chose, je vais le faire. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a une diabolisation d'Israël dans le monde. Je pense qu'il y a effectivement de l'antisémitisme qui débouche sur ce type de discours, mais je dirais que ce n'est pas une raison pour se résigner à cela. Il n'y a pas de raison de se résigner au fait que le juif doit ne pas être vainqueur. Je pense qu'on peut parfaitement changer cela. Je pense qu'au contraire, 67 a changé beaucoup d'éléments et que les dernières guerres menées par Israël ont été des guerres inachevées. Je pense qu'il fallait, lorsque l'opération Plan Durci était menée, se débarrasser complètement du Hamas. Je pense qu'il ne fallait pas s'arrêter à mi-chemin. Je pense qu'au Liban, il fallait se donner les moyens de se débarrasser du Hezbollah. Donc ces guerres ont été des guerres inachevées. Et donc à partir du moment où on menait des guerres inachevées dans cette région du monde, c'est l'ennemi qui pense qu'il a la victoire. Et je dirais que je ne pense pas qu'il y a une possibilité d'obtenir une rationalité de la part du peuple palestinien, ce que je dis n'engage que moi, parce que le peuple palestinien a été inventé au milieu des années 60 pour faire la guerre à Israël, pour être un instrument, cette époque de la guerre froide, de la lutte pour la destruction d'Israël. Je pense qu'il y a déjà un État palestinien, c'est la Jordanie, et ça devrait se rappeler Royaume palestinien de Jordanie. Vous avez agréablement surpris par le discours de l'Égyptien qui a parlé de remise en cause du traité avec Israël, et vous avez parlé du caractère sacré du traité. Mais n'est-ce pas en effet une conception héritée du droit romain? Il me semble qu'elle n'a jamais été celle des musulmans.
Il me semble que leur conception à eux, c'est qu'on signe un traité et qu'on l'observe aussi longtemps que l'islam y a intérêt. S'il n'y a plus intérêt, on n'observe pas. Le chef Yassine avait dit cela de façon claire, il n'était pas hypocrite au moins. Vous n'avez pas de réponse à ces questions? D'accord. Croyez-vous sincèrement que Israël pourra éviter une guerre qui doit être courte et violente contre les islamistes, tant en Égypte que au Moyen-Orient? Je pense que les guerres courtes et violentes sont passées. En particulier les guerres de 67 et 73. Mais c'était les guerres entre les forces conventionnelles. Ces jours-ci, la plupart des leaders et généraux arabes, musulmans, moyen-orientaux, ont conclu que Israël a des forces trop fortes et que la guerre conventionnelle n'est pas agréable. Il faut ou bien aller sous avec le terrorisme ou bien au-dessous avec la bombe nucléaire la chimie ou la biologie. Alors, je ne pense pas qu'il y aura des guerres courtes et violentes comme il y a des décennies passées. S'il vous plaît, pour continuer sur cet aspect, hélas, guerrier, dans un commentaire récent que j'ai entendu, il est dit que la chute de Moubarak risquait d'empêcher une action militaire israélienne contre l'Iran. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis? Je ne crois pas ce qui dit la chute de Moubarak avec les ambitions du régime en Iran. Ce sont, de mon avis, deux questions pas associées. Je veux faire une petite rectification. Le monsieur qui a dit qu'en ce moment aux États-Unis, on dit que la démocratie pour les islamistes c'est un vote pour toujours. Ça a été dit en 1989 par M. Ali Belhadj en Algérie. Je veux dire, ça fait déjà 20 ans, plus de 2 ans que c'est connu. Autre chose, la dame a rectifié en disant que c'était le chef islamiste de Hamas qui est Cheikh Yassine. C'est pas Cheikh Yassine, lui n'a fait que dire ce que le prophète a toujours dit. Il n'y a pas de droit qui ne donne pas le droit à dire. Non, je vous dis, c'est pas Cheikh Yassine, c'est lui qui l'a fait. Et la question que je veux poser, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment les Américains, qui veut dire l'État, le gouvernement américain, refait toujours les mêmes erreurs depuis 50 ans. Parce qu'il est en train de faire la même chose, ce qu'il a fait avec les Iraniens, les Islamistes en passé, ce qu'il est en train de faire maintenant en Égypte, ou bien il va faire ce qu'il a fait en Algérie, il en aura les militaires qui auront, entre guillemets, les fonctions régaliennes du pouvoir, et le social, ce sera pour les islamistes. C'est ce qui se passe actuellement en Algérie. Je voudrais à la fois répondre à la dernière question et revenir sur ce qui a été les questions précédentes et qui se rattachent plus ou moins à la même interrogation.
Le problème de la guerre. Le problème de la guerre qui se termine par un vaincu et qui donc débouche sur la paix par nécessité et force. Israël est un petit pays. Israël a remporté des victoires suffisantes pour assurer une survie relative. Mais parlons d'autre chose. Non pas l'Israël, mais le monde occidental, mais les États-Unis ont été frappés au cœur par l'islamisme en 2001, le 11 septembre 2001. À la suite de cela, il y a eu une réaction américaine. L'Amérique a fait la guerre. En France, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que ça a été une épouvantable erreur, que Bush était un imbécile, qu'il n'aurait jamais fallu faire cette guerre, etc., etc. Je vous demande simplement de réfléchir à ce qui s'est passé réellement au moment où les Américains ont fait cette guerre. Au moment où les Américains ont fait cette guerre et l'ont gagnée, ils ont commencé par la gagner de manière spectaculaire en Afghanistan, puis en Irak. Nous avons vu le monde arabe et musulman tout entier saisi d'un frémissement. Nous avons vu tous les pays arabes et islamiques se tourner vers les Occidentaux, se tourner essentiellement vers les Américains, et les uns proposer de démanteler leur arsenal non conventionnel, je pense à la Libye, d'autres s'engager sur la voie d'une plus grande démocratie, d'autres évacuer le Liban qu'ils occupaient depuis une génération, je pense à la Syrie. Ceci montre qu'une guerre gagnée peut avoir des conséquences extrêmement favorables, extrêmement bénéfiques quand le vainqueur est un bon vainqueur. Pourquoi l'Amérique n'a pas continué? Pourquoi l'Amérique, ne continuant pas, n'allant pas jusqu'au bout de sa logique de 2001, en est arrivé à se vietnamiser en Irak? Il y a eu bien sûr un redressement ensuite, à se vietnamiser à moitié en Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au cœur de l'opinion américaine, il y a eu beaucoup de questions, surtout au cœur de l'establishment américain, et que l'un des grands arguments était « Oh là là, ne risquons pas une division entre les alliés occidentaux ». C'est-à-dire que ce qui a pesé sur les décisions américaines et les a amenés à ne pas vouloir tirer tout le parti qu'ils pouvaient tirer de leur supériorité stratégique qui était écrasante en 2001, ça a été le souci d'éviter un schisme au sein du monde occidental. Or, ce schisme, qui l'a initié? Parlons franchement. L'homme qui a initié ce schisme, c'était le président français de l'époque, Chirac, avec son acolyte, n'est-ce pas, qui le représentait à l'ONU à ce moment-là, nous avons la charité de ne pas le nommer. Il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas des cinquièmes colonnes actives au sein du monde occidental, nous ne serions pas dans la situation où nous sommes à l'heure actuelle quand on parle de l'Occident en général et évidemment quand on parle d'Israël. Le président américain, pourquoi le président Obama refait les mêmes fautes que le président Carter? Entre les deux, il y a eu quand même des présidents qui se sont comportés autrement. Il y a eu quand même Reagan, il y a eu quand même Bush Ier, Bush II, même Clinton. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Obama, c'est la copie conforme de Carter? Il y a des gens aux États-Unis qui, à partir d'éléments extrêmement sérieux, peuvent démontrer que l'un et l'autre ont été mis en orbite par les mêmes milieux qui, pour des raisons diverses, multiples, parient sur, finalement, le désarmement et la défaite de l'Occident, ou du moins, en tout cas, sur l'apaisement des ennemis de l'Occident. Le problème d'Obama est que l'Amérique a élu, sans s'en rendre compte,
Un homme dont toute la carrière politique réelle, nationale, a reposé sur son opposition à la guerre de 2003, c'est-à-dire à la contre-attaque après 2001. Il faut bien comprendre cela. Obama a créé tout son capital politique sur le fait de s'être opposé à la guerre de contre-attaque et de résistance lancée par le président Bush en 2001 après l'attaque terroriste contre Manhattan et contre le Pentagone à Washington. Merci. Quel sera le rôle de l'Amérique, madame? Quel sera le rôle de l'Amérique? Sur quoi exactement? Parce que c'est très vaste. Qu'est-ce que vous pensez d'Obama en Sur tant les derniers qu'Américain? Sur ce plan, je vais peut-être laisser Daniel répondre. Non. C'est dommage parce que je sais que nous ne sommes pas exactement sur la même longueur d'onde concernant Obama. Ça aurait été intéressant d'avoir un dialogue. Pour ce qui me concerne, ceux qui ont lu mon dernier livre, La résistance ascension de Barack Obama, savent parfaitement l'analyse que je fais d'Obama. Pour moi, Obama est quelqu'un qui est pire que Jimmy Carter. Pour moi, Jimmy Carter était un imbécile sur beaucoup de plans, quelqu'un qui a largement dépassé son seuil de compétence en arrivant à la Maison-Blanche et qui s'était manipulé par un certain nombre de milieux, effectivement. Obama est un idéologue dur, qui a été formé dans l'extrême gauche et qui a eu des accointances islamistes et pro-palestiniennes très nettes, jusque très peu de temps avant son entrée à la Maison-Blanche. Donc je pense que effectivement les Européens sont très contents d'avoir Obama à la Maison-Blanche parce que quasiment tous les dirigeants européens appartiennent à la 5e colonne dont parlait Michel Gurfinkel il y a un instant. Tous les dirigeants européens sont des dirigeants qui se sont couchés devant l'avancée de l'islam radical, qui pratiquent l'aveuglement volontaire, qui pratiquent l'apaisement vis-à-vis de régimes qui ne sont pas apaisables. Et donc nous avons des conséquences. Et donc, à partir de là, je vais essayer d'être bref, à partir de là, je dirais que Obama est quelqu'un qui a une stratégie. Je pense qu'il existe, au-delà des apparences de maladresse, une doctrine Obama. Et cette doctrine est une doctrine qui vise à rendre le monde plus sûr pour l'Organisation des Nations Unies, pour l'organisation de la conférence islamique, pour un cartel de dictature sur la surface de la planète, qui peuvent aller de la Russie au Venezuela en passant par la Chine et en passant par l'Iran. Je pense que l'administration Obama a quasiment déjà entériné la nucléarisation de l'Iran et je pense que l'administration Obama pratique depuis le départ, depuis le premier jour, une attitude d'apaisement et de conciliation vis-à-vis de l'islam et l'islam radical est compris dans cet apaisement vis-à-vis de l'islam. Et je pense que tous les messages envoyés par l'administration Obama ont été reçus dans le monde musulman. Pour le moment, en Tunisie et en Égypte, il y a eu des coups d'État, mais si on regarde la constante du discours de l'administration Obama, les sinusoïdales, il y a eu un lâchage de Ben Ali, très clair, et il y a eu un lâchage de Moubarak. Il n'y a pas une volonté d'accompagner cette chute, il y a une volonté de l'accélérer et une volonté de passer le plus rapidement possible à des élections en sachant parfaitement ce qui pouvait en découler. Donc à mes yeux, il y a une politique du pire, d'une certaine façon, qui se trouve menée actuellement. Et je pense que cela crée une situation dangereuse pour Israël, et il faut en avoir pleinement conscience, mais aussi dangereuse pour l'ensemble du monde occidental, parce que si les États-Unis tombent, le monde occidental tombe avec les États-Unis. Alors, la politique d'Obama. Moi, je suis républicain. Je suis tout à fait contre M. Obama. Si on parle de la politique domestique, la politique de santé, je suis tout à fait compris et il a tout à fait changé les circonstances politiques aux États-Unis. Mais nous ne parlons pas de la politique domestique, mais de la politique étrangère.
et spécifiquement vis-à-vis du Moyen-Orient et l'islam. Là, je trouve que à peu près 80% de la politique de Obama est toujours la même que c'était avec Bush. En particulier Bush après 2006. Entre 4, 3 et 6, on avait une politique, peut-être 1 et 6, on avait une politique très ambitieuse, très ambitieuse, mais les 2 dernières années étaient prévues de la politique obamanienne. C'est-à-dire, si on regarde Afghanistan, Iran, Irak, Turquie, Arabie Saoudite, Égypte, le conflit israélo-arabe, on trouve en général pas beaucoup de changements. Et spécifiquement Irak, comme Michel a dit, c'est là où Obama était un des politiciens les plus contre la guerre en Irak. Maintenant qu'il est président, il a en général poursuivi les mêmes politiques que Bush. C'est-à-dire que Bush a signé ce qu'on appelle le SOFA, Status of Forces Agreement, qui a prévu que les soldats américains de l'Occident en général vont quitter l'Irak à la fin de 2011. Et c'est ce que Obama fait maintenant. Il a fait plus vite, un peu plus vite, mais en général, c'est la même politique en Irak. En Afghanistan, il y a encore plus de soldats américains que sous Bush. Vis-à-vis Iran, bien sûr, en juin 2009, Bush aura soutenu les manifestations et Obama n'a pas fait. Mais il y a seulement 2 jours que Hillary Clinton a dit que maintenant, le gouvernement américain soutient les manifestations en Iran. Alors ça change vers Bush. Prenons la politique vers Israël. C'est une politique désastreuse au commencement, où Obama a focusé sur les implémentations israéliennes en Samaria et Judéa. Mais ça c'est fini, c'était un désastre pour la politique américaine. Et c'est maintenant à peu près la même politique qu'on a eue avec Bush et Clinton. Alors, et de temps en temps, on trouve des sujets où Obama est plus fort que Bush. Par exemple, on a ce programme agressif contre les terroristes, les predators, les avions sans pilote. Et l'année dernière de Bush, c'est-à-dire 2008, il y avait 36 attaques. L'année première de Obama, il y avait 53. Alors, en Afghanistan, avec les prédateurs, on a une politique plus forte chez Obama. C'est pourquoi j'ai conclu que le ton est bien différent, je suis d'accord, mais si on voit précisément ce que les 2 administrations ont fait, c'est pas tellement différent. Depuis que je connais Daniel Pipes, j'ai toujours cherché désespérément
des points sur lesquels je pouvais être en désaccord avec lui. Je suis content parce que j'en ai trouvé un, au moins un. Je crois que ce que vient de dire Daniel Paez, c'est tout à fait exact, mais Daniel a omis de mentionner tout de même quelque chose. C'est qu'en 2006, Bush a cessé d'être Bush et est devenu une sorte de pré-Obama. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les élections, ce qu'on appelle les midterms, les élections de la mi-mandat. Elles ont été gagnées par les démocrates, elles ont été perdues par les républicains. Le président est désormais ce qu'on appelle un canard boiteux, le président boiteux qui n'a. L'Amérique est une vraie république, une vraie démocratie. Le président a beaucoup de pouvoir et le Congrès en face a beaucoup de pouvoir aussi. Et un président qui n'a pas le Congrès pour lui est dans une situation compliquée et difficile. Obama, actuellement, peut faire des choses qui ont l'air d'être pas trop mal. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les élections en novembre dernier. Et que ceci joue en quelque sorte la défaite de Bush en 2006, aujourd'hui à sa némésis, comment dirais-je, la vengeance, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé en 2006, s'est produit en 2010 avec la défaite d'Obama. Et alors, permettez-moi quand même de préciser une chose. Nous adorons tous les juifs du monde. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire sur nos chers amis, les juifs américains. Ils en tiennent une couche politiquement. Je vais vous donner un exemple. Il y a un homme qui s'appelle Haïm Saban, qui est, je crois, d'origine égyptienne, devenu américain, richissime. Je crois que c'est l'une des 100 plus grandes fortunes aux États-Unis. C'est un homme très bien surtout. Il a raconté l'histoire suivante. Il a raconté qu'avant l'élection présidentielle de 2008, il a posé la même question, il est démocrate, donc il a posé la même question aux deux candidats à la candidature démocrate, dans le cadre des primaires. La question, c'était, supposez que l'Iran envoie une bombe atomique sur Israël, qu'est-ce que vous faites? Et il a posé la question à Hillary Clinton, et il a posé la question à Obama. Hillary Clinton a dit, si l'Iran fait ça, nous écrasons l'Iran immédiatement. Nous anéantissons l'Iran immédiatement. Il a posé la même question à Obama, et Obama a dit, oui, ce serait grave, il faudrait que nous réfléchissions beaucoup à cette question et à ce que nous devrions faire à ce moment-là. Alors, Saban lui a dit, quand est-ce que vous serez en mesure de me répondre? Et Obama a dit, écoutez, c'est trop important pour que je vous réponde en 2 mots, je vous propose qu'on se revoie. Saban a dit, d'accord. Et jamais Obama n'a voulu discuter de cela avec ça. Je vous raconte tout ça, pas pour vous raconter ça, mais pour vous raconter la réaction de Saban après tout ça. Saban, dans la même interview, dit, et malgré tout, une fois que Obama a été désigné comme le candidat démocrate, j'ai quand même donné de l'argent à ce candidat et j'ai quand même voté pour lui. Je ne pouvais pas ne pas voter pour les démocrates. Alors, ce qui se passe en Amérique, c'est très simple. Il y a plus de 50 ans, disons que jusqu'aux années 60, c'était très clair. Il n'y avait pas de place pour les juifs dans le Parti républicain à cette époque-là. Il y avait très peu de juifs qui étaient dans le Parti républicain. C'était une époque, il faut savoir, où légalement il était possible d'interdire aux juifs d'habiter dans des quartiers entiers de Washington, de la région de Washington. C'était la loi et la pratique aux États-Unis à cette époque-là. Les juifs étaient démocrates, ils étaient démocrates d'ailleurs comme des tas de gens, ils étaient démocrates comme les catholiques, ils étaient comme les Italiens. Tous les juifs américains qui ont, on va dire, plus de 50 ans, plus de 60 ans, ont grandi à cette époque-là, continuent à voter démocrate et ne peuvent même pas imaginer de voter républicain. Il y a ensuite leurs enfants qui, eux, sont très éloignés du judaïsme. Très éloignés. C'est le tiers de la communauté juive américaine qui est très éloigné du judaïsme. Et il reste un 3e tiers de juifs américains
Ce sont généralement les juifs qui appartiennent aux synagogues dites orthodoxes ou modernes orthodoxes. Ce sont des juifs ethniques, comme on dit en Amérique, et eux n'ont pas de problème, ils votent pour le candidat qui est pas pour les juifs. Comme en ce moment, c'est souvent les républicains, ils n'ont pas de problème à voter pour les républicains. C'est pour ça que vous avez un tiers, en gros, des juifs américains qui votent pour les républicains. Mais les deux autres tiers, il faudrait quand même qu'ils finissent par sortir des réactions pavloviennes que Satan a décrites à propos de lui-même. Merci Michel.